Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo où je vais ausculter les petits bouquins Delta Green que j'ai achetés. On continue donc avec Black Sites, qui est une qui est une compilation de scénarios sortis ces dernières années pour Delta Green. Ils font ça en général quand ils ont 7-8 scénarios sortis un peu dans le vide. Alors, hop, on va commencer direct. C'est sorti en 2020 et vous verrez effectivement que c'est un peu ancré dans une partie de l'histoire récente. Donc, le premier, c'est PX Poker Night. Alors, Poker Night, c'est un scénario que Dennis DePutter a écrit il y a assez longtemps, puisque ça a été écrit pour la première édition de Delta Green, pour une manière, en fait, en flashback, d'intégrer des joueurs potentiels à Delta Green. Donc, c'est conçu pour être une sorte d'introduction au supernaturel, si on peut dire. Surnaturel, pardon. Cette image est importante. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc, Poker Night, de quoi ça parle? Vous êtes la lie de l'armée de l'air américaine et on vous a foutu, au lieu de vous mettre en redressement, pour l'instant, la dernière étape en fait avant de vous mettre aux arrêts, c'est d'être muté dans une espèce d'obscure base au fin fond du Nevada, qui n'est pas du tout surveillée, enfin il y a vraiment rien à faire. Et vous faites tellement chier que le seul truc qui est intéressant, c'est faire la partie de poker de tous les week-ends. Donc, ce scénario est conçu pour des gens qui sont en service militaire, donc c'est un flashback, souvent, pour introduire des joueurs éventuellement comme scénario de découverte. Et il y a des prix tirés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Il y a un moment, vous faites chier, vous savez juste que des fois, on voit des lumières un peu bizarres dans le ciel, de temps en temps. Ce qui se passe par contre, c'est que un jour, pour tuer l'ennui, il y a un van qui arrive, un van qui fait partie de l'Air Force. Le commandant de la base vous demande de ne pas poser de questions et de ne pas vous approcher. Il y a 4 mecs qui sortent du van et qui ressemblent à ça, donc c'est des militaires, avec tous un gros cax. Et on vous dit surtout, donc ils vont rester là peut-être une journée, vous approchez pas, vous les emmerdez pas. Donc vous commencez votre partie de poker du soir parce que vous êtes bien content que ça a enfin de tuer le temps. Et là, il se passe des petites choses. Vous commencez à avoir des hallucinations où certains de vous deviennent plus hostiles, voire carrément agressifs ou orgueilleux. Enfin, les humeurs de toutes les personnes sur la base commencent à affecter. Lentement mais sûrement, d'un point de vue mécanique, vous commencez à perdre de la santé mentale. Vous l'avez deviné, la raison de cette perte de santé mentale, c'est ce qui se trouve dans le van. En effet, le van n'appartient pas à l'Air Force en soi, mais il appartient en fait à Majestic 12. Majestic 12, c'est, si vous connaissez la vieille édition de Delta Green, c'était un peu l'équivalent des Men in Black, qui appartenaient au gouvernement et qui était la force d'opposition traditionnaliste à Delta Green. Là où Delta Green était vraiment, disons, conçu comme quelque chose de positif, mais secret, Majestic 12 avait l'appui du gouvernement, faisait des négociations avec les Greys, qui étaient en fait des marionnettes qui ressemblent aux petits gris, qui étaient en fait les marionnettes des Migos. Donc en fait, ils échangeaient des informations avec les Migos, ils les protégeaient. Les Migos leur filaient des technologies aliens qu'ils arrivaient peu ou prou à pas utiliser. Et en l'échange, ils étaient dans un cadre gouvernemental officiel et ils avaient beaucoup d'argent. Et donc généralement, Majestic 12 était vraiment les bad guys de la première édition. Donc là, vous avez Majestic 12 qui a récupéré en fait dans un crash alien fait par les Migos, sans le dire à leurs potes les Greys. Ils ont récupéré en fait une sorte de cristal d'énergie pure qu'ils vont associer avec une arme datant de l'époque de la guerre froide appartenant à l'URSS. Et ils vont tester en fait cette arme parce qu'ils se disent qu'en fait ce cristal permet potentiellement en fait de faire tomber, de détruire les secoupes volantes en fait des Greys. Et donc l'idée c'est parce qu'ils font pas complètement confiance aux Greys non plus. Donc ils veulent tester faire un friendly fire. Donc en gros ils veulent péter une soucoupe volante et ils savent qu'il y en a beaucoup dans le coin de la plate Air Force Base. Donc c'est là où vous jouez. Donc ils arrivent pom 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 et ils sont pas bêtes. Ils se disent que quand ils ont vu qu'il y avait des débris, qu'il y avait des gens qui étaient devenus complètement fous à l'endroit où la secoupe volante s'était crashée, à cause du cristal peut-être, ils ont dit on va mettre des casques, donc les gens ont des casques à l'extérieur, avec des armes à feu, et à l'intérieur les opérateurs de la machine aussi. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, ou ils s'en foutent peut-être, je ne sais pas, c'est qu'en fait la machine, effectivement, quand elle est activée, peut potentiellement faire tomber et détruire un hélicoptère, enfin comment dire, une secoupe volante, mais par contre ça rend fou tous les gens autour, peu à peu, en fait vous perdez la santé mentale. Donc, pour s'amuser en plus, en théorie, durant la Poker Night, les seules personnes qui ont accès à des armes à feu, qui portent des armes à feu, sont les gens qui sont stationnés dans les petites, les petits postes de sécurité en fait pour entrer et sortir, donc les gardes extérieurs.
Et ceux qui sont à l'extérieur sont plus affectés par le signal de manière beaucoup plus rapide que les gens qui sont dans des bâtiments. Donc ça fait que vous avez des gens qui étaient potentiellement fous avec des armes à feu à gérer, et plus vos compagnons et les autres PNJ qui sont en train de péter des câbles. Donc dans tout ce bazar, il faut que vous trouviez un moyen de survivre et potentiellement de vous en sortir. Évidemment, c'est pas fini. Donc l'arme en question qui a été nommée Sonnet, donc Sonnet va être activée. Parce que là, jusque-là, en fait, au début en fait, de la partie, quand vous commencez la partie de poker, elle est juste activée, mais à faible fréquence. Donc c'est des ondes radio. Et au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que ils vont activer d'un coup le sonar. Et là, tout va péter. En fait, simplement. Donc ils vont réussir à détruire, enfin, à faire tomber une autre soucoupe volante. Mais au prix terrible, c'est qu'en fait, les casques ne vont pas protéger les mecs. Donc en fait, les opérateurs et les gardes qui étaient à l'extérieur du van vont exploser. Leur tête va exploser en fait dans le casque. Il y a une secoupe volante qui va se cracher. Et donc vous allez vous retrouver avec... Donc dans la secoupe volante, il y avait un Migo, effectivement, qui va être très blessé. Donc il va envoyer des petits gris, des graces pour communiquer avec les mecs sur la masse. Donc non seulement vous avez tout le monde qui vient fou, mais en plus vous avez des petits gris qui sortent. Donc forcément, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce putain de bordel? Et donc ce que vous avez à faire, donc, concrètement, c'est soit vous discutez vous essayez de discuter avec les Greys pour les aider, mais en gros ils sont juste là pour se protéger eux et sauver le Migo. Soit vous essayez de vous barrer, mais c'est pas forcément une bonne idée parce qu'après vous serez foutu en cour martiale ou éliminé par l'équipe nettoyage Majesty 12. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'il faut que vous coupiez la machine et potentiellement après que vous fassiez attention aux retombées, puisque très rapidement, il y a un hélicoptère 45 minutes après la catastrophe. Et 45 minutes, ça peut être très long. Je rappelle que le signal est amplifié, donc vous perdez encore plus de santé mentale. Et donc toutes les personnes autour de vous sont complètement encore plus folles. Et vous avez 45 minutes en gros pour agir avant que l'hélicoptère arrive. Et si vous êtes considéré comme étant complètement fou, il y a des fortes chances que vous soyez dégommé. Si vous êtes à peu près conscient, Majesty 12 vous embarque pour vous faire un débriefing. Donc ouais, c'est un scénario qui est très très bien, qui hélas a un gros écueil à mon avis, c'est qu'il demande beaucoup de travail de la part du MJ, parce qu'en fait, il faut gérer tous les PNJ avec les effets de la perte de santé mentale sur eux, comment ça se passe, et surtout c'est un scénario qui est timé, c'est-à-dire que ça se passe uniquement en moins de 24 heures, avec l'après-midi où on commence à perdre la santé mentale à cause de la machine, qui est émise à basse condition, les effets augmentent, durant le jeu de poker, ça augmente jusqu'au climax, en fait, selon ce que font les joueurs. Et vous savez qu'à un moment, ils vont vraiment activer la machine, et c'est là où les pertes sont encore plus importantes, et il faut vraiment agir pour éviter les catastrophes. Donc mais c'est le scénario par excellence qui est joué dans les conventions par des tweeters et les autres personnes de chez Arc Dream Publishing, sachant que le but, en fait, à la fin, c'est que vous soyez recruté par Delta Green. Donc c'est une sorte de préquel, de flashback vers le passé qui peut avoir des conséquences assez lourdes quand même. Donc il y a tout ce qu'il faut pour jouer, évidemment, je n'ai pas montré, mais il y a les plans, donc les effets de la perte de santé mentale, la timeline potentielle, et on vous indique où sont les armes, où l'équipement, avec une description de chacun des bâtiments. Là, donc, vous avez des cartes de santé mentale qui sont données en fait selon les criteria que vous avez pour vous dire qu'est-ce qui se passe, tu deviens fou ou quels sont les symptômes. Comme ça, chacun peut jouer un peu dans son coin à la Alien avec une sorte d'agenda privé. Vous avez les prix tirés, donc où il y a quand même pas mal de gens à jouer. C'est pas mal les 6. Ensuite, on passe à Caligati. Alors, celui-là, il est à la fois très classique et très différent. Je m'explique. Caligati se passe, comme j'avais dit, le bouquin est écrit en 2020. Mais Caligati est un peu plus vieux que ça, il se passe encore au moment où les Américains sont présents en Afghanistan et vous jouez donc des agents de Delta Green, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait sont censés enquêter sur Ellis, qui est un ancien agent de Delta Green, qui a un peu pété les plombs, qui est censé être un agent de la CIA, quoi, et qui s'est retrouvé en fait obsédé par Caligati, qui est la vallée noire, qui est une sorte de vallée étrange et mystérieuse, où on sait dont les habitants vénèrent un dieu qui est plus ancien que tous les dieux, enfin forcément que Allah, et que les dieux en fait pré-monothéistes du coin. Et donc en fait ça commence, vous devez enquêter sur cette disparition, vous contactez l'escouade avec laquelle il était, notamment des véhicules renforcés, pour savoir un peu, d'abord c'est la petite enquête pour savoir ce qui se passe. Et après, ça va vous engager un peu à la façon
bon, plus soft, mais un peu dans le mode Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, ou Apocalypse Now, à devoir vous avancer lentement mais sûrement vers cette vallée noire, où vous arrivez même dans un village afghan, où les gars vont carrément vous dire bah faut pas y aller, forcément c'est des mecs qui sont complètement fous, et ils vont vous tendre une embuscade pour pas que vous alliez dans la vallée en question. Donc c'est pour vous dire à quel point même les locaux ont vraiment très très peur de ce qui se passe dans la vallée de Kaligati. Il y a une embuscade, alors c'est pour une fois un peu comme The Iconoclast, hein, qui est un gros scénar slash campagne dont je vous parlerai plus tard. C'est très américano-militaro-complexe, quoi. C'est que c'est tout le monde qui coule. Il y a des M16, il y a des armes, il y a des sergents, il y a des colonels. On peut aimer ou détester, ça c'est, je vous laisse entièrement juge de vos goûts en la matière. Et une fois que vous avez passé ce périple semé d'embûches, vous arrivez effectivement dans la vallée noire, où bah, il y a juste un village absolument glauquissime, forcément, où les gens sont tous atteints d'une sorte de maladie fongiale, donc dégueulasse de peau que les joueurs peuvent évidemment attraper. Les gens sont très sympas, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais ils ont tous l'air effectivement un peu à l'ouest, pas vraiment intéressés par ce qui se passe en dehors hors de leur vallée. Et ils vous disent, bah oui, effectivement, qu'ils ont vu Ellis aller gravir une montagne et aller jusqu'à un sanctuaire. Et là, c'est forcément le truc glauquissime. Après une belle petite excavation, potentiellement avec des guides, vous arrivez dans un temple oublié où un ancien dieu, en fait, un prêtre dieu endormi, donc une sorte de grosse créature dégueulasse, est en train de dormir. Et Ellis, qui a complètement perdu les pédales, à moitié à poil dans les ténèbres, essaye d'invoquer, enfin de réveiller la créature en disant la seule chose qui peut réveiller la créature, c'est du sang. Et il se jette en fait sur un des agents. Et il commence à y avoir bah voilà, il commence à avoir un massacre. Les villageois, les guides aussi commencent à participer. Et le prêtre dieu commence à se réveiller plus ou moins de son sommeil. Donc là, il faut être très tricky. Avec un peu de chance, vous pouvez partir. Enfin, si vous êtes raisonnable, vous allez partir le plus vite possible en lançant peut-être une grenade derrière. Mais il est sûr que vous ne sortirez pas indemne de la montagne noire et de la vallée de Kaligati. J'oublie pas le village qui se finit. Alors ça, je pense pas que ça arrive, mais en gros, dans le village, bah, tous les villageois essaient de vous buter. Donc on finit dans un délire façon Resident Evil 5 où vous pouvez potentiellement vous planquer dans une maisonnée ou partir en courant en espérant récupérer les convois militaires. Et bah, la fin de la chose, c'est enfin, très facilement, dans la grande tradition de Delta Green, il y a de fortes chances que vous demandiez un airstrike ou que vous reveniez plus tard pour essayer de en finir une bonne fois pour toutes avec ce temple ignoble et ces gens qui vénèrent des entités toniennes perdues qui viennent du fond des temps. C'est pas, enfin, à lire c'est sympa, mais c'est pas forcément un truc que je ferais jouer parce que comme je dis, autant The Iconoclast, passer le prélude un peu edgy on va dire, je trouve que c'est vraiment un très très bon scénar, slash campagne, autant là c'est vraiment si vous voulez jouer quelque chose de différent. C'est-à-dire que voilà, ça vous amène hors des frontières des États-Unis, dans un climat qui est complètement différent. Mais je pense que ça demande quand même pas mal de boulot pour offrir quelque chose qui n'est pas stéréotypé dans la façon dont on peut évaluer justement l'intervention américaine en Afghanistan. Et j'ai pas forcément les connaissances par rapport à tout ça. Je trouve que The Iconoclast pour ça est beaucoup mieux fait parce que bon, il est beaucoup plus gros, hein, c'est une campagne, mais The Iconoclast vous permet facilement de resituer l'État islamique, de comprendre les enjeux de la région. Il vous donne aussi des accès sur les différents factions, enfin les différents pays, les organismes d'espionnage et tout y quanti. On passe à la dernière équation, qui est un super petit scénario, je crois, qui était à la base fait par un... Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'en fait, à la base, c'est quelqu'un qui l'avait proposé un peu en shotgun ou dans le Fairfield Project, qui est un site où il y a tous les scénarios, scénarios faits par des fans, quoi, par des joueurs, et je crois que c'est Denis Destructor qui a repassé une couche derrière. L'idée est assez simple, c'est un scénario qui est très bien, qui est assez simple à mettre en place, où il n'y a pas beaucoup de surnaturel. La dernière équation, donc, ça parle en fait d'un mathématicien belge du XVIe siècle qui s'appelait Facius Clodian, qui aimait bien faire des livres d'énigmes et de mystères. Et il est parti, il a fait un petit voyage éducatif, on va dire, en Asie, et quand il est revenu, il n'était plus du tout le même. Clairement, il a rencontré une émanation de Yog-Sothoth ou quelque chose avec des sorciers, et en revenant, il a écrit un livre qui s'appelait le livre des nombreuses merveilles. Et dans ce livre des nombreuses merveilles, il y avait une équation qui était cachée, tout au fond, que personne n'a jamais vraiment réussi à décrypter.
jusqu'à aujourd'hui, notamment grâce au progrès de la puissance de calcul des ordinateurs. Et ce qui se passe, c'est que un jour, il y a un gars qui arrive, un jeune chercheur en mathématiques à l'Université Columbia, donc Michael Way, qui arrive avec un fusil à pompe, qui rentre dans une maison de gens parfaitement normaux avec qui il n'a aucun lien, et il tue tout le monde. Il tue tout le monde avant lui-même de poursuivre, de foncer, enfin de taguer en fait une série de chiffres sur le mur de la maison, prendre sa voiture, foncer, passer sur l'interstate, changer d'état, et là en fait récupéré par les flics, il se tire une balle, enfin il se fait exploser avec son fusil à pompe. Et il n'y a aucune piste, il n'y a aucun lien, et il n'y a pas de motif apparent. Et là c'est à vos joueurs de déterminer ce qui se passe. Donc c'est un scénario d'enquête très classique avec Toulouse. Il faut comprendre qui était le jeune Way, il faut comprendre pourquoi essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, trouver les indices possibles à droite à gauche. Et l'idée principale, c'est qu'en fait, sachant que, pardon, je m'excuse, sachant que, n'oubliez pas, c'est Delta Green. Donc Delta Green, ce qui se passe, c'est qu'en général, vos joueurs sont briefés de manière très sommaire. Là, en l'occurrence, on vous dit juste, est-ce que vous avez des connaissances en physique ou en mathématiques? Si vous levez la main, votre personnage ne peut pas participer tout de suite. Donc ça laisse augurer un petit peu du niveau. Il faut dire que le scénario s'appelle la équation. Et ensuite, on vous crée des fausses identités pour bosser avec le FBI. Parce que comme je disais, le criminel, enfin Michael Way, a traversé un État. Donc ça vient de la juridiction du FBI. Et au niveau du FBI, vous avez potentiellement un friendly. Vous avez potentiellement le superviseur de l'équipe du FBI qui, lui, va au contraire chercher à savoir qui sont les agents et peut potentiellement les démasquer très vite. Donc ça, il faut toujours faire gaffe. Toujours casser ses traces. Et, dernier pas des moindres, il y a une docteure cryptoanalyste, donc passionnée de mathématiques. Et évidemment, je vous le donne pour mille. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la dernière équation, donc l'équation trouvée dans le vieux livre par l'astronome belge, en fait, si elle est décodée, elle vous fait voir en fait le monde par-delà, disons, le monde euclidien. Donc les gens deviennent complètement fous et ils veulent essayer de résoudre l'équation, leur donne en fait des sortes d'ordres. C'est comme une infection. Et généralement, c'est des infections qui sont basées par des mathématiques en disant tu vas aux coordonnées x, y à telle heure et tu shootes, enfin tu vas tuer ou tu suicides ou je sais pas, tu flingues une famille, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le bon docteur Comox du FBI va elle aussi réussir à percer à résoudre la dernière équation. Et peu à peu, en fait, avec l'évolution jour par jour de l'enquête, elle va devenir folle jusqu'à essayer de tuer des gens. Toujours sous une sorte de processus mathématique. Donc, on n'est pas loin du. C'était quoi? C'était le nombre 17 avec Jim Carrey, ou une sorte d'obsession pour un chiffre. À tout cela, j'ajoute non seulement donc, il y a le FBI, il y a les médias, il faut gérer un peu aussi les gens de l'Université de Columbia, qui ne veut pas faire de grabuge. Et vous avez, pour enquêter donc, sur la piste, sur la scène de crime, et bien évidemment dans les affaires de Way. Et le grand final de tout ça, c'est que en fait, Way avait un peu avant de mourir, a propagé l'infection en envoyant des photocopies du livre des nombreuses merveilles à d'autres collègues mathématiciens. Ce qui veut dire que potentiellement, c'est pas du tout contenu, et Delta Green et les joueurs auront à contenir en fait la menace d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être juste aller tuer tout le monde, ou essayer de détruire toutes les preuves, falsifier, donc ça veut dire falsifier les preuves locales, falsifier les preuves du FBI. C'est assez tricky. Évidemment, le plus drôle, c'est si votre joueur est mathématicien et résout l'équation. Alors là, il va devenir complètement fou aussi. C'est du grand n'importe quoi, mais enfin, pas du n'importe quoi, mais c'est du grand humour noir à la Delta Green. Donc, et on vous dit potentiellement que la fin, c'est qu'il y a d'autres meurtres qui se propagent à cause justement c'était des gens qui étaient sur la mailing list. Après, et on vous donne quelques pistes pour justement, comme je disais, modifier les preuves pour essayer, ou tout brûler, en tout cas, comme d'habitude, pour éviter que les nombres se propagent ailleurs. Donc c'est un scénario qui est très très chouette. Moi j'ai trouvé très chouette et assez simple, pourquoi pas. Ensuite on arrive à Lover in the Ice, qui est un grand classique, enfin, qui a fait beaucoup parler, on va dire. Comme disait un mec sur Reddit, c'est un scénario d'ambiance très important, sinon vous allez réduire au Dog Monster, donc le monstre beat. Le monstre beat, parlons-en. Lover in the Ice est, comme pas mal de scénarios de la nouvelle version de Delta Green, un souci qui vient de Delta Green. En gros, il y a très longtemps, il y a des années, il y a un journaliste Gonzo qui allait enquêter au fin fond de l'Amazonie pour être plus près
des mineurs, ou je sais plus, d'un village qui voulait, enfin de l'exploitation forestière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est trouvé en contact avec la Mante. Donc la Mante, c'est une sorte de gorille dégueulasse, ignoble, qui vit en fait dans les bois, donc c'est une créature du mythe, plus ou moins, et qui a, qui a un super mode en fait, de reproduction, qui est en fait qu'il a une sorte de pénis, on va dire, donc c'est le dog monster, le monstrobite, un organe qui peut sortir pour infecter des gens. L'organe se détache, rentre dans les gens, donc un peu comme dans The Strain, le truc de vampire là, et il a la particularité de modifier en fait le cortex de ses hôtes en le parasitant, ce qui fait qu'en fait toutes leurs sensations sexuelles, en fait ils ont toute leur sensation de plaisir et autres est remplacée par des sensations, enfin par l'équivalent en fait d'avoir des orgasmes, et ces orgasmes ne pouvaient être provoqués que par l'ultra-violence. Donc en gros c'est je vais tuer des gens, j'ai un orgasme, et en plus ce qui est génial, c'est qu'une fois que les gens sont tués, on peut les transformer, enfin on peut utiliser le monstrobite pour transformer les cadavres en incubus, donc ils sont des incubateurs qui créent un nouvel amanté. Donc vous imaginez, ça peut être un peu le cauchemar. Le journaliste en question est mort, mais il a ramené avec lui plein de notes, une boîte et une autre note où il disait surtout n'ouvrez pas la boîte. Delta Green, assez intelligent à l'époque, ok, on n'ouvre pas la boîte. Ils ont tout mis dans une green box. Donc les green box, c'est des sortes de lockers en fait qui sont gardés avec potentiellement des outils positifs, potentiellement des artefacts du mythe. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Et ils ont mis une caméra, ils ont mis une alarme, et ils ont chopé un Google, donc un friendly, donc un pote de Delta Green, et ils se sont dit, bah écoutez mon gars, ça c'est super important, vous le gardez, il y a une alarme, si jamais l'alarme se déclenche, vous allez voir ce qui se passe, et vous nous appelez. Donc ok, pas de souci, pom pom pom. Donc on est dans une sorte au fin fond du Missouri, il y a une grande tempête de neige, mais vraiment immense, il fait hyper froid, et la zone est coupée enfin la ville est coupée du reste du monde. La tempête en fait fait que, que l'alarme se déclenche en fait au niveau de la green box, ce qui alerte à la fois le friendly et le Delta Green. Le friendly va voir la green box, s'aperçoit que les objets sont tombés en fait à cause de la tempête, ça n'a pas tenu. Et la boîte est ouverte. Et il se fait en fait infecter, ou je sais plus, je crois que tout le monde les pommes à cause de la tempête. Bref, il se fait infecter en fait par ce qu'il y a dans la boîte, c'était l'un des monstrobites justement, donc l'organe reproducteur du amanté. Et ce qui se passe, c'est que il se réveille et peu à peu, il s'aperçoit que il a des pulsions extrêmement fortes. Donc au début, là, il passe son temps, il va au boulot, il va au boulot et puis il regarde que du porno, que des trucs hyper trash toute la journée, un peu comme dans le film Shame avec Michael Fassbender. Et il rentre chez lui, et en fait, contrôlé par les pulsions, parce qu'on peut aussi essayer de résister, il tue sa mère et il utilise le monstrobite en fait pour transformer sa mère en incubus. Il y a un amanté qui naît une journée plus tard. L'amanté commence à sortir, il va se nourrir. Ensuite, il trouve deux jeunes étudiantes qui sont en coloc, pas très loin. Il y a toujours une tempête de neige. Il en affecte une qui déploie un monstrobite, il infecte l'autre qui déploie aussi un monstrobite. Et elles donc ont toutes leurs pulsions qui sont complètement qui sont mises en dessous. Et elles ont un troisième coloc qui était garde nationale, mais qui était surtout homosexuel. Donc en fait, elles arrivent, elles commencent à engager un jeu sexuel avec lui, le déshabillant. Mais lui comprend qu'il y a un truc qui va pas du tout et il finit par se barrer en courant quand elle voit qu'ils ont une sorte de pseudopote qui sort de la bouche. Il se retrouve dans la nuit, cul nu, à moitié à poil, en fait, dans les rues, sous les tempêtes de neige, et il meurt peu après. Et ce qui se passe, c'est que donc les filles appellent vite fait, font deux choses. La première, c'est qu'elles appellent leur propriétaire en disant « Oh, on a un problème avec la chaudière ». Le propriétaire arrive, il se fait buter, pouf, ça fait un second incubus. Et pour dernier pas des moindres, dernier élément, elles finissent par appeler. C'est là où le scénario commence. Ils appellent d'autres personnes, d'autres étudiants de l'université pour dire ah et tout, est-ce qu'il y a toujours une fête ce soir chez toi? Et donc potentiellement, vous allez avoir le soir venu deux amantés, deux infectés et une espèce de grande soirée étudiante où il y aura beaucoup de sexe et donc potentiellement beaucoup de monstrobites qui vont être injectés à droite à gauche. Et c'est là où vos agents arrivent, forcément. Donc les agents, ils arrivent sous couvert de la FIMA. Donc la FIMA, c'est un organisme c'est une organisation fédérale aux États-Unis qui est déployée quand il y a des grandes maladies ou des crises. En fait, ils mettent des tentes, etc. Et pour la petite histoire, c'est aussi utilisé pour les grandes théories conspirationnistes. Donc sous couvert de la FIMA pour essayer d'aider cette ville qui est complètement sous la neige. Donc vous avez un peu de temps en fait pour contenir la menace. Et vous rentrez dans le tas. Et vous arrivez au niveau du locker, comme je disais, pour découvrir un peu le foutoir. Donc vous avez libre à vous de découvrir toutes
toutes les preuves, enfin au moins tout l'historique qui a été déployé par le journaliste dont je parlais. C'est-à-dire que le journaliste il a écrit toute une histoire, il a écrit des notes, donc, il a fait un dessin aussi dû à monter. Donc comme d'hab, hein, même si Delta Green se démarque par beaucoup d'aspects du Cthulhu classique, on reste sur l'idée que vous devez connaître et comprendre ce qui se passe enfin vous devez connaître et comprendre en fait ce qui se passe avec les notes afin d'enrayer la menace. C'est toujours un peu pareil. Et je dis une bêtise, il n'y a pas un incubus, il y en a deux en fait. Il y a la propriétaire et il y a un clodo. Donc voilà, et puis forcément les agents vont remonter la piste des indices avec le cadavre du jeune gars qui était à moitié nu, qu'est-ce qu'il faisait à moitié nu en courant dans la neige, le clodo qui est disparu, forcément ils vont tomber sur le Friendlies qui est infecté, et donc potentiellement devoir le tuer. Peut-être qu'il y aura d'ailleurs un agent qui sera infecté par le monstrobite, et donc là, il faudra faire un jet de chirurgie pour le retirer, sinon vous n'êtes pas dans la merde. Donc, le final qui est absolument génial, à mon avis, c'est effectivement vous traversez la tempête de neige pour retrouver cette soirée étudiante, où vous savez qu'il y a au moins peut-être un amanté qui se balade et deux monstrobites, et là, ça rigole pas, quoi. Il faut faire ce que... Enfin, je sais pas comment vous allez réagir dans cette situation entre des dizaines d'innocents, au moins deux infectés, vous savez pas qui est quoi, et ça risque d'être sanglant. Et une anecdote que j'aime beaucoup sur Reddit, sur un mec qui a fait jouer le scénar, il a dit il avait en grosso modo 3 gras de papier et un ex-Navy Seals parmi ses joueurs. L'ex-Navy Seals, un fusil à pompe et tout, ça déconne pas. Et il commence à traverser la neige, il rate tous ses jets d'endurance de fatigue, il arrive dans le bâtiment où il a la fête, il commence à monter les escaliers et il s'effondre en fait. Il fait « Ah, je peux plus avancer, il faut que vous y alliez sans moi ». Et il s'effondre dans un lit à côté, il fait « Faut les gars, faut que vous conduisiez sans ». Donc t'as les 3 gras de papier qui sont avec le fusil à pompe, genre « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Le scénario est très très bien fait. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut plier en une soirée. C'est quand même assez grand. La ville est assez large. Il faut comprendre ce qui se passe. Après, vous avez un timer. Donc ça, c'est la bande D. Donc je parlais de espèce d'ignoble gorille très très moche. C'est très très bien foutu. C'est un scénario que moi j'ai vraiment envie de faire jouer. Après, on dit ça sous le ton de la blague, mais je peux comprendre que c'est quand même des thèmes qui sont assez violents et crus. Je trouve que le Delta Green version 2016-2018 est quand même hyper violent par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a remplacé en fait les thèmes sexuels avec, plutôt qu'avoir un monstrobite, il a mis en place une alternative avec les enfants d'Arachnaca. Donc c'était le grand ancien qui est une araignée et qui peut avoir des enfants en fait araignées. Donc c'est pas, en gros vous remplacez l'infection par, t'as des œufs d'araignée qui poussent et pouf, il y a des araignées qui poussent à ta place et t'as un stade entre les deux où grosso modo tu peux infecter les gens avec un organe, quoi. C'est pas, ça mange pas de pain, vous mettez pas forcément, vous remplacez l'émotion, vous dites que c'est pas... Les gens ne sont plus des obsédés sexuels, mais les gens, je sais pas, sont des obsédés par la violence, ou je sais pas, enfin, il y a moyen de faire des choses. Donc comme je dis, il y a beaucoup d'aides, hein, il y a énormément de choses à faire. Un petit dessin de la montée qui est pas aussi bien fait. Donc super scénar, moi j'ai adoré le jouer. Sweetness, très très chouette, hein. Micro-scénar très simple, quasiment pas de violence, quasiment pas de danger, si, mais très très simple. Donc Sweetness, ça parle d'une ancienne friendly ou agente de Delta Green qui a pété un plomb, dont la santé mentale a pris un sacré coup, et qui a perdu donc son ex-mari et ses enfants. Par chance, durant ses dernières opérations chez Delta Green, elle a récupéré une pierre qui était une pierre de Yog-Sothoth, qui lui permettait en fait de se projeter astralement à distance en créant une sorte de créature d'ombre. Elle a utilisé la créature d'ombre pour entrer en communion avec sa fille, parce que son mari s'est relocalisé en Floride. Et donc, le Delta Green est est contacté par des friendlies parce qu'ils disent dans la maison, il se passe de drôles de choses. Il y a des symboles bizarres. Les enfants disent avoir vu une sorte de fantôme. Et d'ailleurs, la petite fille, elle est en contact avec le monstre d'ombre, qui reconnaît plus ou moins comme étant sa mère, mais pas complètement, parce que le monstre d'ombre est contrôlé en fait par l'ancien agent de Delta Green. Sauf que forcément il y a toujours un hameçon, il y a toujours une embrouille avec les artefacts du mythe, c'est que quand l'objet n'est pas utilisé par l'antagoniste, en fait il a sa propre vie. Et donc potentiellement le monstre d'ombre, qui est maléfique hein, évidemment, va chercher à faire du grabuge et faire des trucs horribles. Et donc c'est à vous d'intervenir pour que ça n'arrive pas, en enquêtant d'abord dans la maison, comprendre ce qui se passe et voir comment vous pouvez détruire ou mettre un terme justement au Shadowman, donc à l'homme d'ombre, qui est quasiment... Donc en plus c'est pas mal parce que il est invincible, donc il y a des astuces pour le détruire, ce qui fait qu'en fait vous pouvez pas vraiment le détruire par des moyens conventionnels, donc ça évite de sortir les flingues
être un méga bourrin. C'est dans un lieu qui est très restreint au final, parce qu'il y a juste la maison. Il y a juste la maison et l'endroit où vit la dame pour essayer de retrouver. Donc c'est plutôt pas mal foutu. C'est un vrai petit scénar de Toulouse qui se fait très très bien. Hourglass, alors ça c'est plus costaud déjà. Donc Hourglass, il y a dans un parc, il y a un gamin qui commence à streamer, un espèce d'influenceur débile qui commence à streamer quand il y a une dame devant lui qui se met à hurler. Oh, ils prennent les enfants, ils prennent les femmes, ils prennent tout, ils les emmènent dans un endroit très très sombre, vers le mal, et ah, pouf, puis elle commence à hurler de douleur et elle disparaît. Et ça c'est filmé, c'est envoyé sur YouTube. Donc les agents de Delta Green sont dépêchés sur place pour découvrir qu'il y a je vais la faire courte, qu'il y a des sorciers. En fait, il y a deux sorciers qui sont de l'époque de Salem, qui passent de corps en corps, et qui utilisent, je crois, essaient de prier un dieu chauve-souris, qui est dans une grotte pas très loin. Et avec ça, ils utilisent, en fait, ils ont monté une sorte de secte autour d'eux pour laver le cerveau à des femmes et des enfants. Et en fait, ils changent de corps à chaque fois en prenant le corps des enfants. Donc là, actuellement, ils sont dans le corps de deux enfants de 13 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Et c'est à vous, en fait, d'enquêter sur la victime, savoir qu'elle faisait partie de la secte, qu'elle a voulu quitter la secte, que les gens qu'elle connaît sont encore dedans, potentiellement essayer de vous faire passer pour quelqu'un qui rentre dans la secte, enquêter sur justement sur tout le domaine de la secte et voir en fait qu'ils sont liés à une caverne. Et le but, ça va être évidemment, lentement mais sûrement, de neutraliser les deux petits Grégory en puissance. Donc le but, c'est de sauver les enfants, tout en neutralisant les esprits des sorciers, ce qui peut être assez compliqué, sachant que les sorciers ne vont pas rester sans rien faire. Il y a d'ailleurs une proposition assez marrante où il y a un enfant qui vient voir un des agents de Delta Green en disant « je sais qui vous êtes, et de toute façon ça va mal se finir pour vous », ce qui est très Damien la malédiction dans le délire. C'est plutôt pas mal. Encore une fois, c'est dense, qui demande beaucoup de préparation, parce que il y a tout le domaine de la secte, il y a qu'est-ce que font les principales personnes de la secte, qu'est-ce que font les forces de police, qu'est-ce que font les deux sorciers. Et ça peut aller assez loin. Je veux dire, le sanctuaire du dieu chauve-souris, il est pas piqué des hannetons, très clairement. Donc, à boire et à manger, voilà les deux gamins dont je parlais, très sympathique, qui donne beaucoup envie. Sachant que si vous la jouez mal, ils peuvent faire tomber les avocats. Comme d'habitude, on est dans un monde moderne, donc vous avez de fortes chances de prendre des procès dans la tronche, d'avoir des témoins, d'avoir des gens qui vont essayer de vous bloquer, ou simplement que la secte essaye de cacher ses traces en tuant soit les joueurs, soit les gens qui ont été compromis par les agents de Delta Green. Il y a pas mal donc comme d'habitude, il y a quand même des artefacts qui vous sont donnés pour contrer, comme je disais, les méchants. Donc on vous donne une sorte de bible qui permet d'exorciser potentiellement les esprits des sorciers. Donc voilà, il y a un peu de... Ça va, c'est encore un peu soft dans les résolutions. Ça peut bien se finir, mais ça peut aussi très mal se finir. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de trucs. Et celui-là est vraiment très très bien. Enfin, il est dernier scénario très particulier. Ex-Oblivion. Donc il faut connaître un peu l'histoire de Delta Green. Comme vous savez peut-être ou pas, Delta Green a été créé en fait par un assaut conjoint du fisc américain, donc de l'IRS et de la Navy, sur la ville d'Innsmouth. Et ça s'est fini par... ils ont tout pété, pour aller vite, et ils ont kidnappé certains des hybrides en fait, qui vivaient à Innsmouth. Ils se sont aperçus que les hybrides ne pouvaient pas être contenus près de la mer parce que bizarrement ils arrivaient à s'enfuir, donc ils les ont mis dans le désert, au fin fond du désert, une sorte de prison. La plupart sont devenus complètement fous, ont pété les plombs, ou sont juste morts de désespoir, simplement, ce qui montre un côté... On aurait presque pitié en fait des profonds dans le scénario. Et parmi eux, il y avait un sorcier qui était Marsh, l'un des personnes de la famille Marsh, donc les gens qui possédaient Innsmouth, qui a réussi à sortir de son corps, en fait, donc son corps a été détruit, mais son esprit perdure. Et des années plus tard, en fait, il a accumulé assez de puissance autour de lui pour se venger en fait des humains qui vivent dans ces bourgs perdus au milieu du Nevada. Sachant que, à part l'organisme de Delta Green, il n'y a quasiment rien en fait. Donc c'est une ville en plus à moitié complètement perdue, en pure désolation. Et l'histoire commence en fait où il y a toute une famille qui est massacrée. Et sur les lieux du massacre, on trouve des inscriptions qui laissent à penser que, genre Cthulhu Fateng, ou des choses qui sont liées en fait à l'histoire d'Innsmouth. Donc, vous devez enquêter, c'est un peu compliqué au début, ça vous amène sur le fait de la vraie partie du scénario est une vraie enquête, pour savoir ce qui s'est passé, savoir qu'est-ce qu'était Innsmouth, qu'est-ce qu'abritait justement cet ancien complexe, et donc les vidéos, la scène du crime. Et la première
constatation glaçante, en fait, c'est que c'est des enfants, tous des ados de la ville d'à côté qui ont fait le crime. Donc vous pouvez essayer ils sont possédés, en fait, contrôlés par Marsh. Vous pouvez essayer de les neutraliser. Bon, les tuer, je ne conseille pas. Ou ils peuvent fuir. Ça, c'est la première partie du scénario, c'est comprendre en fait ce qui s'est passé. Ensuite, le problème, c'est qu'il y a la deuxième partie du scénario. Et la deuxième partie du scénario, c'est que Marsh va, foutu pour foutu, il va faire sa grande vengeance. La ville d'à côté, je crois, a à peu près 600 habitants. Il possède la moitié des habitants, qui deviennent des cultistes automatiquement de l'ordre des autorités de Dagon. Et il va kidnapper et capturer, à l'aide de ces 300-là, l'autre moitié de la ville, pour les sacrifier à Dagon dans l'ancien théâtre de la ville. Donc toutes les demi-heures, en fait, il va tuer un otage et le sacrifier. Donc vos joueurs sont perdus là-dedans, sachant selon ce que vos joueurs vous faites, il peut être au courant de l'existence des joueurs. Donc ça se finit dans une sorte de free-for-all, de fight absolument délirante, où en gros, vos joueurs sont perdus avec leur équipement, je sais pas, à pied de nez, je sais pas s'ils ont une arme à feu, ou un M16 ou machin. Il y a la moitié des gens qui sont possédés, façon Village d'Année Resident Evil 4. Ils sont pas libres en fait de ce qu'ils font. Et en plus, ils vont tuer tous les autres. Et la question, c'est maintenant comment vous faites pour minimiser tout, enfin pour sauver au moins des gens de ce. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus vous êtes assez loin dans le désert, donc vous n'avez pas trop le temps que vous appelez les flics, il est probable que tout le massacre sera fait. Donc c'est comment arrêter ce rituel, justement, comment faire en sorte que tout se passe bien. Il y a plein de rencontres dans la ville qui vous sont données, parce que vous avez peut-être trouvé des gens qui ne sont pas fait choper. Ça peut être votre voiture qui a été détruite, il peut y avoir des snipers, enfin c'est quasiment une scène de violence urbaine, enfin c'est quasiment pas du Counter-Strike, mais c'est vraiment de la grande guerre urbaine assez délirante, et je trouve que c'est assez couillu dans un jeu qui justement en général prône, peut-être à l'exception du scénario en Afghanistan, mais pour un jeu qui prône en général l'investigation, enquête pépère, le cachage de traces, qu'on arrive sur un délire en disant bon bah voilà c'est la guérilla urbaine quoi. ce qui est assez fou. Sachant que vous pouvez essayer de vous barrer, mais ça veut dire que vous perdrez de la santé mentale parce que vous n'avez pas tenté de sauver les gens dans le cinéma. Non ouais c'est assez couillu, hein. C'est vraiment un scénario particulier. Moi je trouve très très bien. Je prendrais beaucoup de plaisir à le faire jouer parce que le changement de ton entre l'enquête avec les péchés du passé et la grosse espèce de gros délire urbain façon film d'horreur est assez délirant avec une couche évidemment moderne. Et dernier élément, alors là il triche un peu, c'est pas vraiment un scénario, c'est ce qu'ils appellent les Twin Terror, donc c'est des espèces de micro-fiches, des d'amants de scénario de 2 pages. Je n'ai pas trouvé ça génial. En gros, il y a un enfant qui arrive pouf pouf mystère dans vos pattes. L'enfant, il n'a pas de pouls, il est surnaturel, clairement, et il a une sorte de sphère de glace logée dans le ventre. En gros, c'est une sorte de, je sais plus quoi, de monocule qui était utilisé par les sorciers, façon Dexter Ward pour se réincarner. Enfin, bon, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, en fait, si vous le tuez au palais mental. Si vous l'envoyez Delta Green, il vous envoie chier. Enfin, et il vous provoque plein de soucis. C'est un peu comme le chat noir dont on n'arrive pas à se débarrasser. Ça m'a pas transcendé. En tout cas, non, pour le reste, les scénarios sont plutôt pas dégueulasses. À part Caligati, que moi, en gros, moi, je me verrais bien maîtriser tous les scénars. À part peut-être Caligati. Et ironiquement Poker Night, parce que je trouve que ça demande quand même beaucoup de boulot sur justement la gestion des folies, des machins. Alors évidemment, vous pourrez me dire, on peut toujours tricher et juste improviser au fur et à mesure, mais bon, ça fait quand même beaucoup de boulot. En tout cas, voilà, c'était Black Side, qui est l'un des suppléments de scénario pour Delta Green, nouvelle édition, qui j'espère sortira en français dans quelques lustres. Allez, c'est tout. Salut, salut.